Nous sommes à l'heure et je vous remercie d'avoir respecté les horaires. On va passer donc maintenant à la phase de conclusion avant le moment de sociabilisation autour d'un cocktail et d'une coupe pour finir cette journée. On aura une conclusion à trois voix. D'abord, ce sera Pierre Jacquet qui va me rejoindre sur la scène et qui va, depuis son point de vue de président du conseil scientifique de Farm et d'économiste, on a pas mal parlé d'économistes dans la table ronde précédente, donc proposer une synthèse en quelques minutes de ces grandes discussions de la journée. Ensuite, on sera rejoint à distance par Ibrahim Mayaki, qui est envoyé spécial de l'Union africaine pour les systèmes alimentaires, qui est à distance, mais qui sera normalement connecté avec nous. Et puis le mot de la fin sera pour Sarah Savastano, qui est directrice de la division recherche et évaluation d'impact au FIDA, le Fonds des Nations Unies pour le développement agricole en Italie. Pierre, à toi la parole. Merci Mathieu. Je ne vais pas proposer une synthèse vraiment des discussions, parce qu'elles ont été extrêmement denses, extrêmement variées aussi, très complètes sur certains points, un peu moins sur d'autres, mais ça serait assez fastidieux de chercher à résumer fidèlement tout ce qui a été dit. Je vais plutôt proposer un compte-rendu un peu personnel. Quelles sont les idées fortes que je retire de cette journée, qui d'ailleurs a été extrêmement intéressante, et je crois qu'il faut saluer le travail de l'équipe de Farm pour avoir réussi à monter cette belle journée. La première idée, et je crois que Florent Bédécaratz l'a dit avant moi, c'est qu'on a eu vraiment deux conceptions assez différentes de la notion d'impact et de mesure d'impact. D'un côté, on a la vision des chercheurs qui sont intéressés par les mécanismes. Ils veulent comprendre les enchaînements et la causalité. Et démontrer la causalité scientifiquement est un exercice techniquement difficile. Il y a des instruments, il y a des méthodes, et c'est ça qui anime les programmes de recherche autour de l'évaluation d'impact. Et puis, il y a cette dimension qui n'est pas nouvelle, mais qui est intéressante, qui est assez particulière dans le monde de la recherche, qui est la recherche en accompagnement de l'action. Et je crois que nos collègues ce matin ont bien mis en évidence l'importance et l'utilité de concevoir la recherche, y compris dans le domaine du développement agricole, comme accompagnant l'action, et ça suppose un certain nombre de choses, je reviendrai peut-être un peu dessus. La deuxième approche, c'est l'approche plus réglementaire, qui est un petit peu gouvernée par le souci de l'image quand ce n'est pas la réglementation, et qui consiste à collecter des données et à définir des indicateurs qu'on va suivre et sur lesquels on va communiquer. Et c'est une démarche totalement différente dans laquelle la notion de causalité n'a pas d'importance. On cherche à mesurer, à montrer la performance. Et cette performance, elle est montrée par des indicateurs. Alors, la bonne nouvelle, en quelque sorte, c'est que ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est que ces deux approches amènent des améliorations. Très clairement, on a eu des exemples de programmes de recherche qui étaient très réussis, et parce qu'ils amenaient des progrès en termes de résultats. Et puis, on a eu des témoignages d'acteurs, de producteurs, de financiers, d'entreprises, qui montraient que l'attachement aussi à une démarche, qu'elle soit réglementaire ou CSR, de souci de mesurer autre chose que la rentabilité financière, ça conduisait aussi à des améliorations. Donc ça, c'est une assez bonne nouvelle. Mais il y a une nouvelle moins bonne, évidemment, c'est qu'on ne parle pas tout à fait de la même chose. Et on a donc deux mondes qui ne partagent pas le même langage, qui n'ont pas les mêmes critères de validation, qui n'ont pas les mêmes objectifs, qui n'ont pas les mêmes horizons temporels. Et donc, rapprocher ces deux mondes, et c'est un petit peu la beauté qu'il y a dans Farm, et dans le conseil d'administration de Farm, que je salue, parce que c'est un conseil qui s'intéresse à ce rapprochement. Eh bien, ça demande un gros effort, ça demande du temps, ça demande de prendre en compte le temps long, et ça a été mentionné plusieurs fois dans nos tables rondes, ça demande de l'organisation et du suivi, ça demande des financements importants. Le Crédit Agricole, on sait quelque chose, mais pas seulement. Dans tous les domaines, on a besoin de financement. Et d'ailleurs, un des points qui n'a peut-être pas été suffisamment évoqué aujourd'hui, c'est qui finance la recherche nécessaire. Et on ne va pas demander aux producteurs de la financer. Quand on essaye, d'ailleurs, on s'en rend assez vite compte que ça ne marche pas. Mais chercher des financements pour la recherche, tous ceux qui, dans cette salle, l'ont fait, savent combien c'est difficile. Et donc, appeler à davantage de recherche,
on est tous, je crois, d'accord pour le faire. Simplement, ce n'est pas très opérationnel parce que les financements font souvent défaut. Mais ça ne demande pas seulement des financements, ça demande aussi de la communication et de la flexibilité. Et je parle un petit peu d'expérience parce que dans mes anciennes fonctions, j'ai eu à m'occuper d'un projet dans lequel on faisait travailler des chercheurs avec des producteurs. Eh bien, la première rencontre a été un désastre parce que les questions de recherche que se posaient les chercheurs n'avaient vraiment aucun intérêt pour les producteurs. Donc, passer le temps suffisant pour remodeler les questions de recherche et faire en sorte qu'elles intéressent tout le monde, c'est-à-dire les chercheurs et les producteurs, ça a pris quelques mois quand même. C'est pas évident. Ça demande de la flexibilité et un souci de travailler ensemble. Donc voilà, il y a des enjeux importants. Donc, de conception également du rôle de la mesure d'impact. Et ça, je crois que c'est important. Il y a une première conception qui est celle qui nous est présentée par les collègues chercheurs, qui est l'amélioration des pratiques et des projets, qui permet de tester des innovations, qui permet une meilleure compréhension des mécanismes de l'action. Et cette compréhension, elle est fondée sur des arguments scientifiques. Ça, c'est la recherche. Et du côté des praticiens, on a davantage d'attention portée sur ce qu'on appelait la redevabilité, le souci de devoir rendre des comptes, le souci de pouvoir construire une image, le souci de montrer que les ressources sont bien utilisées. Alors, Juliette Séban, ce matin, nous a dit que pour elle, il n'y avait pas de contradiction. Il n'y avait pas de contradiction, et je pense qu'on voit bien ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire, si on redéfinit la redevabilité de façon peut-être plus intelligente, comme étant le fait que dès qu'on a des ressources, on fait tout ce qu'on a, on fait tout ce qu'on peut pour faire en sorte que ces ressources soient bien utilisées, là on est d'accord. À ce moment-là, il faut un bon programme de recherche pour pouvoir conduire à ce résultat. Mais si on définit la redevabilité comme étant les résultats qui sont bons, c'est pas du tout le même monde. C'est pas du tout la recherche, ça. C'est autre chose. Et je crois que on a besoin de travailler sur cette question de redevabilité pour pouvoir rapprocher les deux mondes dont je parlais. Et effectivement, personnellement, j'aurais tendance à considérer que quand on est redevable, non pas quand on ne prend pas de risques avec les ressources, et ça peut conduire à de mauvais résultats, mais on reste redevable si on a fait tout ce qu'on pouvait pour mettre en place une action dont on comprend les mécanismes et dont on peut essayer de prévoir les résultats. Et ça, je crois que c'est une démarche qui n'est pas encore assez ancrée dans les structures décisionnelles et managériales. Alors, il y a quand même des points communs entre ces deux mondes. Le premier, il a sauté aux yeux, c'est l'importance des données. Et là, il y a une bonne nouvelle, là aussi, en quelque sorte. Les données, aujourd'hui, on les collecte beaucoup plus facilement. Ça coûte moins cher pour des tas de raisons, des raisons techniques. Aussi, on a des données satellitaires. Et le potentiel des données satellitaires pour transformer la recherche, transformer les questions qu'on se pose et apporter des réponses est tout à fait considérable. Mais il y a aussi la capacité du traitement de ces données et l'intelligence artificielle. Quand on met tout ça, et quand on met le data science, comme on dit maintenant, dans l'équation, on se rend compte qu'il y a des points communs, parce que même pour l'approche redevabilité, il y a besoin de données, il y a besoin de traiter les données. Donc finalement, ces deux mondes ne sont pas si distincts que cela, il y en a un qui est presque une étape de l'autre, en quelque sorte. Alors, l'autre point commun, c'est l'appel au dialogue. Ça, c'est important. Le souci de dire que, quelle que soit l'approche que l'on prend, on a besoin de mettre toutes les parties prenantes autour de la table. Alors j'en ai un peu parlé pour les chercheurs, ils ont besoin de savoir communiquer avec d'autres, et je crois que c'est très, très important. Mais c'est vrai entre les chercheurs et les praticiens, c'est vrai à l'intérieur des entreprises, c'est vrai entre les entreprises et leurs fournisseurs. Il y a besoin de développer une approche commune des impacts, et je crois que c'est important. Alors, quels sont les défis importants ? Je mentionne le financement parce qu'il faut le faire, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais ce n'est pas le seul défi, franchement. Le deuxième, j'en ai aussi un petit peu parlé, c'est mieux connecter la recherche avec les préoccupations des acteurs, ce qui nécessite du financement, bien sûr, mais aussi une organisation spécifique, et puis la flexibilité. Mais je voudrais conclure par quelques remarques plus personnelles. La première, c'est la conviction que ce qui nous a été présenté ce matin par les collègues chercheurs est fondamental. Et je voudrais vraiment attirer votre attention sur l'importance de chercher à comprendre les mécanismes de l'action. Finalement, je ne dirais pas que peu importe les résultats, mais quels que soient les résultats, on a besoin de savoir comment on les a atteints. Et le comment est plus important que le quoi.
Et travailler sur le commun est important. Et je crois que ça, c'est vraiment de la recherche. Il y a aussi besoin d'innover et de tester les innovations. Et là, ça amène d'ailleurs à renforcer ce qui nous a été dit sur le rôle de la recherche. Si on croit que la recherche, qu'on lui a trouvé des solutions, ben, on n'a plus tellement besoin d'innover. On va mettre les ressources uniquement là où on est sûr d'avoir des solutions. Et ça, c'est un risque d'effet pervers de la mesure d'impact. Si on utilise la mesure d'impact pour diminuer le risque, on va à l'encontre de la dynamique nécessaire d'innovation. Innover, c'est prendre des risques. Le rôle de la recherche, ce n'est pas d'annuler les risques, c'est de les comprendre mieux, et donc de les prendre à meilleur escient. Et ça, je crois que c'est un changement d'optique qui me semble très important dans l'approche qu'on entend parfois sur la mesure d'impact. Moi, je saute un peu en l'air quand on me dit que mesurer l'impact, ça consiste à savoir ce qui marche. Non, ça consiste à savoir comment marche ce qui marche et comment ne marche pas ce qui ne marche pas. C'est beaucoup plus important que prétendre trouver des solutions, ce qui est une vision assez déterministe du monde, surtout dans un environnement qui est extrêmement incertain aujourd'hui. Donc franchement, le déterminisme n'est pas à l'ordre du jour. Et puis, besoin de comprendre peut-être, une fois qu'on a innové et mesuré l'innovation, comprendre les conditions du passage à l'échelle. Ça a été plusieurs fois mentionné dans nos discussions. Je crois que c'est là aussi, je vous laisse la question parce qu'il n'y a pas vraiment de réponse, mais passer à l'échelle, c'est autre chose qu'innover de façon limitée dans un domaine donné. Ce n'est pas la même dynamique. Deuxième conclusion personnelle, ne pas opposer profitabilité et recherche d'impact social et environnemental. Le développement durable, c'est aussi de la profitabilité. Ce n'est pas seulement l'impact social et environnemental, c'en est une partie essentielle, sinon ce n'est pas durable. Mais on ne peut pas penser de choses durables si elles ne sont pas profitables. Le profit, c'est la condition de la durabilité. Je vais le dire de façon un petit peu paradoxale pour faire réagir, mais c'est une idée très fondamentale. On ne peut pas soutenir dans la durée quelque chose qu'il faut alimenter sans arrêt avec des subventions. Donc je crois que c'est un point très important, y compris d'ailleurs pour des bailleurs de fonds qui subventionnent, c'est de se demander ex ante comment on fera lorsque la subvention ne sera plus là. C'est ça la durabilité, c'est ça la question de durabilité. Et donc je revendique le souci de profitabilité, je crois que c'est très important. Ce qui m'amène à parler de la prise de risque. Le risque est au cœur de l'activité agricole. Les producteurs en savent quelque chose et on l'oublie parfois. Ils ont à gérer des risques. Et malheureusement, les politiques publiques ne les aident pas assez. Ce qui a fait le succès de l'agriculture en Europe, c'est qu'on a aidé les agriculteurs à gérer les risques. Et on oublie parfois que dans les pays en développement, c'est une démarche qui n'a pas été menée suffisamment à son terme. Donc le risque est au cœur de l'activité agricole. Toute innovation implique de la prise de risque. Les risques sociaux et environnementaux font partie de tout cela. Il y a aussi le risque de l'excès de réglementation. On en a un petit peu parlé ici. Je crois qu'il faut faire attention à cela. La réglementation est utile, elle est importante, mais elle ne remplace pas la compréhension des mécanismes de l'action. Et elle peut créer des barrières qui empêchent de tomber dans la crise, et c'est son rôle essentiel, mais on ne peut pas tout réglementer, et je crois qu'il faut remplacer parfois la réglementation par une meilleure compréhension et gestion des risques. La montée en puissance des acteurs locaux, ça aussi c'est important, Tanguy nous l'a rappelé, mais c'est aussi fondamental quand on parle de recherche. La recherche dont je parlais, ce n'est pas celle qui est faite dans les universités américaines ou européennes, c'est celle qui est faite proche du terrain, sur le terrain, et de préférence aussi avec des acteurs de terrain. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment développé. Je crois que dans les agences d'aide, on ne met pas encore l'accent sur le besoin de former des chercheurs locaux. J'ai cherché moi-même à lever des fonds pour ce projet-là. Je peux vous dire que c'est extrêmement difficile et j'espère que ça va changer. J'arrive à la fin. On a parlé d'impact. L'impact, ce n'est pas unidimensionnel. C'est un ensemble complexe d'effets économiques, sociaux, environnementaux. En ce qui concerne l'agriculture, des effets en termes d'alimentation, des effets en termes de nutrition, de qualité de la nutrition. Certains de ces effets vont être positifs, certains vont être négatifs. Donc quand on parle d'impact, on parle en fait d'un jugement d'ensemble qui n'est ni technique ni scientifique. Il peut être culturel, il peut être politique, il peut être social, mais il va être localisé. Il va dépendre des communautés qui regardent l'impact parce qu'elles vont valoriser tel ou tel point. Et puis il va se déplacer dans le temps. Cet arbitrage entre les différents éléments de l'impact,
ce ne sera pas le même aujourd'hui que dans une semaine ou qu'il y a 3 mois, parce que les préoccupations ne sont pas stables dans le temps. Et donc, toute utilisation d'un indicateur d'impact, même d'un indicateur agrégé, c'est un choix idéologique, ce n'est pas un choix pratique, et ça ne tient pas la route. Et donc, je crois que quand on parle d'impact, on parle d'une négociation permanente, dont il faut comprendre les mécanismes. Et c'est ça, gérer l'impact. Ce n'est pas chercher des solutions, ce n'est pas dire là on a un impact positif, c'est se dire quand je lance une action, je veux en même temps lancer une réflexion scientifique sur la façon dont cette action produit des impacts. Et ensuite, c'est à la société de décider quels sont les poids, les pondérations qu'elle veut mettre entre les différents éléments. Et voilà, et je crois que finalement, je rebondis sur Farm, et ça sera ma conclusion, une instance comme Farm, et il y en a d'autres, mais une instance comme Farm, c'est ce lieu intermédiaire d'intermédiation et de dialogue entre les différents acteurs, et ça me semble très très fondamental. Merci. Merci Pierre. Alors on a un petit problème technique, on avait le docteur Mayaki et puis on l'a perdu, donc on va essayer de le retrouver à distance depuis le Niger, mais du coup je vais laisser la parole à Sarah Savastano, qui est donc directrice de la division recherche et évaluation d'impact au FIDA et qui a été économiste à la Banque mondiale en une carrière d'universitaire également, et qui va aussi nous partager sa lecture et sa perspective sur nos échanges de la journée. Merci beaucoup. Merci à tous et bonsoir. J'étais vraiment éblouie par la présentation de M. Jacquet. Donc, j'ai décidé de changer la présentation parce que... et donc, je ne sais pas, je vais improviser et je vais demander aux organisateurs, pendant que les organisateurs vont projeter la slide numéro 20, je vais seulement dire 2 mots de remerciement à tous les organisateurs, à M. Pascal Lheureux, avec Mme Catherine Migaud, Mathieu Brun et Katia Razamfindra-Mayo, pardon, excusez-moi pour la prononciation. L'organisation a été excellente. Le programme a vraiment montré les acteurs qui doivent participer aux évaluations d'impact, qui sont d'un côté les chercheurs, de l'autre côté la politique, mais aussi les producteurs et le secteur privé. C'est très important. Et en effet, si vous pouvez aller numéro 20, voilà, c'est celle-là. Et j'aimerais bien, parce que ce que M. Jacquet a présenté, c'est vraiment un pont qui est cassé entre la recherche et la politique, entre les académiciens et entre ceux qui prennent des décisions. Pourquoi? Parce qu'il l'a dit, ils ont des différentes objective function. Excusez-moi, je vais parler à moitié entre français et anglais parce que je parle français, mais je ne me rappelle pas, je le traduis de l'italien. Donc, certaines fois, c'est mieux l'anglais, d'autres fois, c'est mieux le français. Mais je vais essayer de continuer en français, au moins au début. Donc, il y a 2 acteurs, les producteurs et les consommateurs de recherche, de données, de sciences. Et ce sont 2 mondes séparés. Et pourquoi? Parce que ce sont 2 mondes qui ont différentes fonctions d'objectifs. Ils parlent un langage différent. Les solutions qui sont retrouvées, ce sont des solutions pour l'académie, pour la recherche, pour publier un monde petit, le monde des peer-reviewed journals. Tandis que la politique, c'est un monde pour la population, et la population et les producteurs ont un langage différent. Et donc, ce qu'on doit obtenir de nos évaluations d'impact doivent être des recommandations, des lessons learned qui doivent aider policy makers, decision makers, le project design team, de monter un projet qui puisse générer des impacts positifs supérieurs à ceux qui étaient effectués dans le passé. Et c'est avec ça, je voudrais dire qu'au milieu, il y a les farmers, il y a apprendre de la réalité des producteurs, mais aussi, je voudrais dire, Farm Foundation, parce que la qualité des présentations d'aujourd'hui montre que l'évidence et la connaissance qui est produite par Farm est vraiment très importante pour faciliter le discours sur l'évaluation d'impact et l'agriculture. Alors, bon, si vous pouvez recommencer par le début. Avant que j'oublie, je voudrais présenter l'approche du FIDA. Mais pas parce que l'approche du FIDA est le plus important, parce que ça représente
une manière d'effectuer la contribution et l'attribution. Contribution pour mesurer les résultats, attribution pour mesurer l'impact. Si vous participez aux réunions de conseil d'administration du FIDA, vous entendez le mot impact 1000, 2000, 3000, 4000 fois. Mais en réalité, le mot impact est utilisé soit pour la performance, contribution, et donc pour mesurer les résultats, et le FIDA a développé une approche aussi pour mesurer l'attribution. Le problème est donc, je vais vous présenter vraiment très brièvement cette approche. Et ce que je voulais dire, et je termine en français et je vais passer à l'anglais, c'est trois choses. L'approche du FIDA, deuxièmement, que nous voulons vraiment investir dans le partenariat avec d'autres centres de recherche internationaux et organisations internationales afin que les données, la connaissance et les données qui sont récoltées sur nos projets, la connaissance et l'évidence que nous pouvons générer des projets peuvent être, avec nos partenariats, avec des systematic review, evidence-based built by others, constituer ce bagage d'informations que nous pouvons utiliser pour informer le futur. Et puis, un dernier mot sur les coûts pour collecter les données et pour les coûts pour effectuer des évaluations d'impact. Les coûts sont énormes. Vous avez présenté des évaluations, vous savez qu'elles sont très énormes, et les fonds pour la recherche, les fonds pour l'évaluation, ils sont limités. Ça, c'est mon rêve personnel après avoir travaillé au FIDA pendant 6 ans. Je voudrais transformer le système de suivi et évaluation, monitoring and evaluation, into a monitoring and evaluation for impact. Dans le cas du FIDA, nous récoltons des données sur les projets que nous financions avec nos partenaires. La possibilité d'introduire à l'intérieur des coûts du projet, dans le dessin du projet, une partie de coûts pour for a good monitoring and evaluation, récolte de données sur les producteurs et sur un groupe de contrôle, au début et à la fin, peut permettre de transformer le suivi et l'évaluation dans un suivi et l'évaluation pour mesurer attribution, pour mesurer l'impact. Et disons que j'ai terminé. Bon, comment je fais pour aller en avant? Pardon? Le vert. Voilà. Non. OK, donc pour ceux qui ne connaissent pas le FIDA c'est une IFAD is halfway between a UN agency, United Nations agency, On est and à mi-chemin entre une agence des Nations Unies et un mandat IFI. Nous fournissons des prêts avec des taux d'intérêt très très faibles, très très bas, et nous rapportons nos résultats pour mesurer l'impact du projet, l'impact du financement du projet sur l'augmentation des revenus des producteurs, sur l'accès au marché, sur la résilience et sur la nutrition et sur la sécurité alimentaire. Alors évidemment, ce n'est pas facile, mais on essaye de mesurer ça par le suivi, l'évaluation, en mesurant les résultats et en mesurant aussi l'impact par l'attribution. Pourquoi est-ce qu'on fait des études d'impact? Eh bien, les études d'impact sont effectuées, bien sûr, pour la reddition de comptes, pour tirer aussi des enseignements, pour voir ce qu'on peut améliorer dans les projets, et puis aussi pour la définition d'objectifs. Donc, nous mesurons la contribution, nous mesurons les résultats sur la base de ce cadre ici, dans tous les projets que nous menons à bien. Et puis ensuite, nous prenons un échantillon au hasard de 15% des projets qui arrivent à chaque fin de cycle, c'est-à-dire tous les 3 ans, pour mesurer l'attribution. Et nous effectuons une évaluation d'impact en profondeur sur ces 15% de projets qui sont représentatifs de notre portefeuille. Donc, les projets doivent être représentatifs, comme je l'ai dit, et on fait des évaluations et on a un questionnaire qui correspond aux objectifs stratégiques. On collabore ou on corrobore tout ça avec des études stratégiques. On utilise des données SIG, d'autres données secondaires qui sont disponibles et que l'on utilise pour corroborer nos décisions de financement.
Donc on a des études quantitatives et des études qualitatives, et puis ensuite on effectue une triangulation avec les informations locales que nous collectons de la part des participants à nos projets. Alors, qu'est-ce qui est clé ici? Eh bien, on collecte des données de la part des participants et aussi des données sur un groupe témoin pour voir dans quelle mesure le projet FIDA a eu un impact sur la vie des bénéficiaires par rapport au groupe témoin. Et on mesure ça pour avoir par rapport à certains objectifs stratégiques. Donc, nous faisons une évaluation d'impact a posteriori sur 15% de ces projets, comme je l'ai dit. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on sait qu'évidemment, ce n'est pas la meilleure solution. Parce que faire une étude d'impact sur seulement 15% des projets, c'est très, très coûteux, bien entendu. Mais on sait qu'en plus, si on le faisait au début et à la fin, ça doublerait les frais. Donc, nous, on ne le fait qu'à la fin. Et puis, il y a des projets qui durent plus longtemps que le cycle qui est de 3 ans. Donc, à chaque fin de cycle, nous regardons le portefeuille et nous voyons quels sont les projets qui font partie de cet échantillon, donc un échantillon au hasard de 15% des projets. Sur chacun des projets, nous effectuons une évaluation d'impact détaillée. Et ensuite, on fait une méta-analyse pour mesurer l'impact sur la population cible, sur un groupe témoin. On prend les résultats et on les projette sur le portefeuille dans sa totalité pour pouvoir rapporter à nos donateurs et voir le nombre de personnes dont les revenus ont été augmentés ou les rendements ont été augmentés ou la sécurité alimentaire et la nutrition ont été augmentés et dont la résilience aussi a pu être améliorée grâce à ces projets. Donc nous avons des objectifs au début du cycle et on mesure dans quelle mesure ces objectifs ont été atteints. Par exemple, ici, les objectifs sur l'évaluation d'impact du FIDA 11. Et pour s'assurer que notre approche est robuste, nous avons une validation à 3 niveaux. C'est-à-dire, nous avons un groupe consultatif avec M. François Bourguignon, qui en est le président. Ensuite, nous avons plusieurs membres de notre comité consultatif qui sont très renommés dans le monde de la recherche et de l'intelligence artificielle. Et on a Travis Libert, par exemple, qui est président du CTA hier, et puis Mark Sundberg, qui est l'économiste en chef, je crois, de la FDA. Donc, on a ce comité consultatif. Ensuite, on a une revue par les pairs avec des personnes qui viennent de la Banque mondiale, de la FAO, du PAM. Et puis ensuite, on a la duplication automatique. Ça peut se faire de façon automatique une fois qu'on a fait l'évaluation. Et donc, ces 3 niveaux de validation sont là pour s'assurer qu'on tire les enseignements de ce qui s'est bien passé, de ce qui s'est pas bien passé. On a une démarche très, très robuste qu'on peut améliorer au fil du temps grâce à l'intelligence artificielle et à toutes les technologies innovantes qui participent à la recherche. Donc, pour notre FIDA 11, nous sommes en train d'effectuer les études d'impact. On regarde les projets qui ont été développés entre 2019 et 2021 et l'impact de l'investissement de 7 milliards de dollars des interventions du FIDA ont entraîné l'amélioration du revenu de 77 millions de personnes. Et donc, en investissant 92 $ dans les opérations du FIDA, on a pu augmenter le revenu d'un petit producteur qui a bénéficié de ce projet. Donc, c'est véritablement très intéressant de voir combien de millions de personnes ont bénéficié d'une augmentation de revenus sur la base de cet investissement qui a été effectué par ce programme. Ici, vous avez des parcelles forestières
avec une méta-analyse de l'impact sur le revenu des personnes. Donc les 25 projets individuels qui ont été évalués sont ici. Et pour chacun d'entre eux, vous avez les chiffres d'impact moyen. Le 23 que vous voyez ici en bas représente les 23 participants du projet avec donc une augmentation de leur revenu de 23% par rapport au groupe témoin. C'est la façon dont on peut lire ces résultats. Ensuite, on a la même chose pour la participation au marché, ce qui est le deuxième objectif stratégique du FIDA. On a la même approche pour mesurer la résilience, la capacité à récupérer. Et c'est aussi quelque chose qui est évalué dans nos études d'impact. Et puis ensuite, on a un exemple ici d'enseignements qui sont tirés de cette évaluation d'impact et des pistes pour continuer à avancer. Vous voyez que c'est tout à fait aligné avec les résultats que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc l'avantage comparatif du FIDA, c'est qu'il investit dans des chaînes de valeur agricoles pour des transformations du système alimentaire qui sont inclusives. Donc ça, c'est très important, permettre un meilleur accès au marché, et la production des bénéficiaires du FIDA a augmenté de 22% et leur accès au marché de 26%. Et ceci a donc eu un impact sur plus de 60 millions de petits producteurs. Et c'est très important aussi pour la microfinance, parce qu'en reliant les producteurs aux consommateurs, eh bien, ça ne peut se faire que si on utilise les petits producteurs à qui on fournit les moyens pour investir et pour prendre un petit peu plus de risques dans leurs activités. Et le message de ma présentation, c'est que nous avons développé un certain nombre de méthodes, d'outils. Nous avons des systèmes de collecte de données. Nous avons les moyens aussi de travailler avec des partenaires, des centres de recherche, des universités, pas parce que notre approche est unique, mais parce que nous avons trouvé un moyen de collecter les données, de les analyser et d'en mesurer l'impact des projets. Donc ça se fait dans nos études d'impact, et ça peut se faire dans les universités auxquelles nous transférons notre approche et nos données. Et à partir de là, on peut dupliquer, répéter ces approches. Donc c'est comme ça qu'on augmente la capacité, c'est comme ça qu'on met en place des partenariats pour la production de données et pour aussi augmenter cette communauté d'évaluateurs dans le monde entier. Vous avez ici des exemples. Donc l'idée, c'est de créer un réseau d'évaluateurs, des personnes qui sont intéressées par la mesure véritablement de l'impact, pour pouvoir mesurer justement l'attribution, puisque c'est ça qui nous intéresse. L'efficacité aussi par rapport au coût, la rentabilité finalement de ces projets, parce que l'idée, c'est que cet argent soit utilisé au mieux, en se basant sur l'innovation, sur des partenariats, et de pouvoir donc concevoir des meilleurs projets dans lesquels le coût du suivi et de l'évaluation sera le bon coût, sera le coût exact. C'est pour ça qu'on a besoin de bonnes données pour mesurer le véritable impact. Et puis ensuite, évidemment, il faut bien voir qu'il n'y a pas qu'une seule solution, il n'y a pas qu'une seule approche, il n'y a pas qu'une seule façon de faire l'évaluation. Il faut voir les études qualitatives, quantitatives, et puis d'arriver à obtenir des résultats à partir de là. Voilà, bon, je vous remercie pour votre attention. Je ne vais pas vous lister toutes nos recommandations. Évidemment, on a aussi peut-être des choses à entendre de vous, de ce que vous avez à nous dire là-dessus. Mais c'est véritablement l'esprit de cette présentation, c'est que nous croyons en l'évaluation, nous pensons que ça permet d'améliorer l'impact, et on veut vraiment créer des partenariats pour pouvoir continuer à la mesurer. Merci. Merci beaucoup, Sarah. Malheureusement, je regarde un petit peu les dernières informations via WhatsApp, et je crois que Ibrahim Mayaki ne sera pas en capacité de se connecter avec nous ce soir. On le regrette, problème de connexion et de disponibilité. En tout cas, je tiens à vous remercier toutes et tous à distance, en présentiel, pour avoir suivi nos travaux tout au long de la journée. Merci aux traducteurs et aux traductrices qui ont fait un travail remarquable de traduction, à nos modérateurs, à nos modératrices, à toute l'équipe de la Fondation qui s'est engagée aujourd'hui et depuis plusieurs mois pour
réaliser cette journée de conférence. D'ici... D'ici 48 heures, vous pourrez retrouver le replay sur la chaîne de la Fondation Farm sur YouTube. Et dans quelques semaines, on préparera des synthèses dont nous avons le secret pour vous traduire un petit peu tout ce qui a été échangé et discuté au cours de la journée. Surtout, ne partez pas sans prendre le temps de boire un verre de champagne ou un verre de jus de fruits avec nous pour discuter. Et une dernière question logistique et pratique, s'il vous plaît, ne partez pas avec vos casques d'interprétation. Pensez à les rendre. Si vous voulez des souvenirs, on peut vous en donner, mais le casque, ça ne vous sera pas très utile. Merci et à très bientôt.